Bonjour à tous, les fans de basket européen, très content de vous retrouver aujourd'hui pour l'hebdo Euroleague. Et oui, comme chaque semaine, on est là pour vous décortiquer un peu ce qui s'est passé dans la plus belle compétition au monde. Pour m'accompagner aujourd'hui, le très fidèle, le gentil, le pertinent, Romain. Comment que c'est, Romain ? Salut Corentin, salut à tous, ça va super, ça va bien. Et toi ? Tranquillement, hein. On m'a dit que cette semaine, avec les matchs que tu avais regardés, tu avais atteint enfin les 1000 matchs sur la saison. Pas trop fatigué ? Ça va, on tient encore le rythme. Et j'ai eu la joie d'entendre que la Jeep Elite allait reprendre, donc ça va me redonner un peu plus de boulot. Oui, mais il faut pas regarder que les matchs du CSP, ce serait trop facile. Promis, je regarderai le copain Antoine Eto'o aussi, avec Le Mans. Ah oui, c'est vrai. Et peut-être un peu Cholet, et peut-être... Ouais, en fait, je vais encore regarder trop de matchs. En parlant de Jeep Elite, ça fait plaisir. On a eu Nicolas Lang en fin de semaine dernière, donc n'hésitez pas à aller écouter le podcast. On s'est bien marré. Merci encore à lui. Bonne saison à lui avec le CSP. Et puis bientôt, on aura un copain à lui si tout va bien. En tout cas, aujourd'hui, on est là pour parler Euroleague. Il y a pas mal de choses à dire sur cette semaine. Et vu qu'on est en duo, on va commencer sans plus tarder. Romain va nous présenter les résultats de la semaine passée, de la journée passée. Moi, vous présenter la journée suivante. On discutera un peu sur nos top 3 révélations de l'année, ou découvertes plutôt. Et enfin, on clôturera tranquillement cette émission. Let's go, Romain! Eh bien c'est parti, et du coup lors de cette 25e journée, après une petite semaine de repos, les équipes d'Euroleague se retrouvaient, et du coup le Khimki Moscou, cette grande équipe qui enchaîne les résultats négatifs, a continué sur sa belle série et s'est incliné du coup contre Vitoria 89-67. L'Anadolu est allé croquer l'Olympiakos 76-53. Milan ne s'arrête plus. D'ailleurs, il va falloir qu'on en parle un petit peu, Corentin, en fin d'émission. Et Milan ne s'arrête plus, 87-68 face au Maccabi Tel Aviv. Barcelone et les retrouvailles entre Sarras et le Zalgiris, et une belle victoire de Barcelone, 86-62. Le match entre le CSKA et le Panathinaikos donc n'a pas eu lieu. Encore toutes ces histoires, hein, tout ça, le Covid, vous connaissez. Le Fenerbahçe et l'Alba Berlin, très beau match, on en reparlera un petit peu plus en détail tout à l'heure. Victoire du Fenerbahçe 89-84, ils ne s'arrêtent plus, nos amis turcs, grâce à un très bon Nando de Colo. L'Asvel non plus ne s'arrête plus, et une belle victoire contre le Bayern, vraiment un beau succès de nos Français, 87-79. Kevin Pangos, il faut aussi qu'on le souligne, qui a tué l'Étoile Rouge au buzzer, et qui permet au Zénith de s'imposer sur la route 76-75. Et enfin, le dernier match qui avait lieu était un duel 100% espagnol entre Valence et le Real. Et malgré les petits doutes du moment sur cette équipe, c'est Valence qui a gagné ce joli duel 89-78. Merci Romain. Il y avait pas mal de matchs intéressants. Tu voulais te focus peut-être en particulier sur cette belle équipe du Fener contre l'Alba, tu m'avais dit en off ? Exactement. C'était un match forcément qui nous donnait envie, forcément, déjà rien que sur le papier. Et il faut dire que le match a tenu toutes ses promesses. Deux équipes joueuses, on le sait. Le génie de Deito Garcia-Reneses contre Igor Kokoshkov et ses ouailles, on va dire, avec à la baguette forcément Nando De Colo et son meilleur des compères Yann Vezeli. Et ça a donné un match incroyable, tendu de bout en bout. On a vu des séries, on a vu des joueurs se révéler. On en parlera un petit peu plus tout à l'heure, du coup, parce que je vais pas spoiler mon top 3. Mais non, c'était un match ultra plaisant. Nando De Colo a encore été magnifique. Enfin, je crois que toutes les semaines, on a l'impression de se répéter, et ça fait peut-être... Ça ennuie peut-être nos auditeurs, mais Nando De Colo est clairement MVP, quoi. Enfin, je sais pas qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de lui, à part que c'est le chef de cette Euroleague, quoi. Quand il est là, il rend tout le monde meilleur, et le basket est tellement simple, voilà. Et sa relation avec Yann Vezeli est incroyable. Je pense que c'est peut-être le meilleur duo de la compétition. Donc il finit avec 31 d'évaluation, 26 points, 8 passes. Il se permet même de mettre un petit contre aussi. Et en face, on a aussi de très bons joueurs. On a vu
Ben Lammers et Simone Fontecchio qui ont fait un très bon match. Luc Sigma qui utilisé comme à son habitude, c'est-à-dire en point de fixation et en homme à tout faire et tout bien faire, nous a régalé. Il a fait une espèce de passe dans le dos depuis la ligne des 3 points pour une coupe ligne de fond. C'est un magicien. Donc clairement un match ultra intéressant. Et puis un autre joueur qui est un peu le chouchou de tout le monde depuis le début de saison, c'est Deshaun Pierre, qui au moment où son équipe en avait besoin, il y avait que -4 pendant le 4e quart-temps, et ben se met à enfiler les perles. Il met 3 points, il met 11 points dans le quart-temps, il est décisif avec des contres en défense. Enfin, le mec a été ultra clutch malgré le gros match de Nando De Colo. Deshaun Pierre s'est montré décisif dans le dernier quart-temps. Et ça, faut le noter parce que voilà, c'est un régal. Et le Fener, du coup, ne s'arrête pas. Ils ont encore gagné. Ils atteignent la barre des 10 victoires consécutives. Donc vraiment un super match. Aussi à noter que Jarrell Eddy est clairement en difficulté. Il a pris la misère par Sigma. Ils ont été opposés à un moment en duel l'un à l'autre. Sigma, on aurait dit Dirk Nowitzki, il tentait les fadeaway, il rentrait ce qu'il pouvait. Jarrell Eddy était perdu dans tout ce qu'il fallait faire. Ah bah oui, c'est clair que quand ça rentre pas et que tu lui mets une grosse opposition en face, le garçon il a du mal. Hein. Ah, là, c'était vraiment criant. Et à l'inverse, Maudolo, qui m'a fait une très bonne impression. Le mec, dès le début du match, était incisif. Il a pris des bons gros shoots. Il s'est aussi mis en chef d'orchestre. Il faisait des passes dans le trafic, en transition, etc. Ah bah, c'était très intéressant. Ah ouais, mais vraiment, vraiment. Et puis, tu as l'impression qu'il force pas. Et vraiment, c'est Olivier qui l'avait souligné une semaine en disant que le coach de Berlin savait faire éclore ses talents et pousser au maximum le talent de ses joueurs. Et clairement, Maudolo en fait partie parce qu'il a été très très sympa à avoir joué. Donc voilà, pour faire un bilan, Fenerbahçe Alba Berlin, c'était un match, si vous pouvez le revoir, faites-le. J'avais envoyé la photo aux copains en privé. Au début du 3e quart-temps, j'avais qu'une seule note, c'est le jeu sans ballon de Berlin égale un énorme cœur. Parce que clairement, cette équipe est beaucoup plus intelligente que la moyenne de l'Euroleague. Le coach est un sorcier, les joueurs sont très intelligents et sont de très bons soldats. Et c'est un régal pour les yeux. Voilà. Donc avis aux amateurs de basket aseptisé et de NBA, enfin de basket aseptisé et NBA, allez voir ce match pour regarder du vrai basket. Voilà, ça c'est dit, c'est passé, c'est le petit pic, un hebdomadaire, mais on aime toujours. Pour ma part, je me suis régalé en regardant ASvel Bayern. Va falloir qu'on en parle aussi de l'Asvel, hein, parce que on s'est un peu attardé sur le Fener. Au début de saison, on n'en menait pas large. Le Fener, il y a 15 victoires, 10 défaites. L'Asvel, lui, est à 11 victoires pour 14 défaites. Et les deux équipes grappillent tranquillement des victoires pour aller sur des belles séries. Alors le Fener, je vois là qu'ils ont 5 victoires d'affilée, peut-être plus. Lyon, pareil. Est-ce que tu peux me le confirmer, à moins que je dise des bêtises? Alors l'Asvel, il me semble que c'est 6. L'Asvel, c'est 6, le Fener, c'est 10. Ah d'accord, ouais, parce que moi j'ai juste les 5 derniers résultats. Ouais, non, le Fener, c'est énorme. 10, ils ont passé le cap des 10 victoires, ça y est. Et du coup, l'Asvel, on est à 6. Ouais, c'est super intéressant, ça montre que cette grande compétition n'est pas figée. L'Asvel qui était opposé face au Bayern, encore une très belle équipe. Le Bayern toujours dans le top 8, ils sont un peu redescendus là, ils sont 6e avec 15 victoires pour 10 défaites. Le côté intéressant de ce match, je l'avais noté avant de commencer à le regarder, c'est les oppositions physiques. Notamment, je voulais voir comment Reynolds allait régaler dans la peinture ou pas face on va dire, au Golgoth de l'Asvel, Fall notamment et Yabusele. Et je me suis régalé, je me suis pas trompé. C'était un match intéressant pour plein de choses. Première chose, c'est que l'éval est juste énorme du côté de l'Asvel comparé à celle du Bayern. Et je m'y attendais vraiment pas. On a un Asvel qui dépasse les 100 d'éval, le Bayern qui est lui en dessous des 80. Donc c'était assez intéressant de le mentionner et que l'Asvel les a bouffés physiquement.
À part quelques coups où Reynolds a réussi à imposer son physique avec ses coups d'éclat comme ça, remis son équipe dans les rails. Euh, Sinon, le match, c'était bien joué de la part de l'Asvel. Ça a été serré jusqu'à la 16-17e minute. Après, l'Asvel a pris les rênes. Et à la 37e minute, boum, le Bayern revient. Et puis, malgré tout, l'Asvel a encore montré qu'ils avaient de la fraîcheur et de l'intensité physique pour gagner le match. C'était top. Euh, c'est euh, c'est surtout une petite zone en fin de match qui leur a permis d'empocher la victoire parce que le Bayern était un peu décontenancé face à ça. C'était pas mal de voir comment ils allaient pouvoir réagir et au final, malgré l'adresse de Lucic et Monsieur Lucic qui a voulu être à la baguette, c'était pas suffisant. Super match de Yabusele, il m'a régalé. Donc un Bayern qui a jamais réussi à répondre physiquement à l'Asvel. Est-ce que tu voulais mentionner d'autres choses sur cette journée ou pas? Alors directement carrément sur ce match, Ouais. moi j'ai pu voir que la première mi-temps, il y a un truc qui m'a fait plaisir. Je peux me tromper, hein, mais dans l'aspect visuel, j'avais la sensation que cet Asvel, donc comme tu l'as dit, joue très physique, ce qui dérange pas mal d'équipes. En plus là, c'était un bon test parce que du coup le Bayern a quand même de quoi répondre. Mais du coup, ces mecs-là à l'Asvel, comme je dis, je peux me tromper, mais j'ai cette sensation que l'idée est de absolument gagner tous ces duels, de ne pas trop déclencher de rotation. Et on a vu un William Howard en deuxième quart-temps. Avec un bras. Qui permet, qui permet déjà à son équipe de reprendre un peu d'air avant la mi-temps. Il a des go-go gadgets au bras, il a piqué les balles en coupant la ligne de passe, il déviait les ballons, derrière il mettait un peu de vitesse, il récupérait la balle, il fait 2 interceptions comme ça en fin de quart-temps. Et c'était super plaisant en fait, c'est que défensivement cette équipe de l'ASvel a l'air d'avoir trouvé une signature physique, mettre de l'intensité. Derrière, on savait qu'en attaque, il y avait donc le point d'ancrage Fall et quelques artistes autour comme un David Laity qui en ce moment se sent très très bien. Il finit encore avec 21 d'évaluation, donc ça traduit bien que le monsieur est dans une belle forme et on en est très content. Et du coup, ça libère aussi pas mal de joueurs et cet aspect de vouloir défendre dur, gêner ses adversaires comme ça leur va super bien. Et en plus, alors, mea culpa, je pensais que le 3 points était un peu plus leur style. Finalement, je me suis bien trompé, donc mea culpa. Mais il faut noter quand même le 10 sur 15 qu'ils ont fait. C'est très propre, 66% à 3 points collectivement. Antoine Dio, 4 sur 4. Ouais. On aime Avec beaucoup quand un jeu sans Monsieur ballon Dio qui a est à été ce niveau-là. énorme. Il a été énorme son jeu sans ballon. Mais c'est un artiste, hein, lui on le souligne jamais assez. Mais c'est un artiste, hein, c'est un vrai bon joueur. On le sous-estime. Moi, enfin, je sais pas si toi si t'as cette sensation, mais Antoine Dio, je trouve que c'est un mec un peu sous-coté, tu vois. C'est le genre de mec on dit ouais, il est là parce que, et puis en fait non, il est là parce que c'est un très bon joueur en équipe de France. Il nous a été ultra utile quand il fallait marquer les lancers décisifs, quand il fallait faire des actions fortes, tu vois. Il a su répondre. C'est un mec qui sait répondre aux attentes. Et là, tu vois, contre une équipe du Bayern qui arrive, qui est costaud, qui te propose des meneurs assez physiques, et ben notre petit Antoine, il fait 12 points, 4 sur 4 à 3 points, 16 dévals avec 4 passes de rebond. Voilà, il fait le job, merci. Franchement, c'est bien. Moi, j'avais des doutes sur cet Asvel en début de saison. On avait dit qu'il fallait être patient. En plus, on l'avait répété en disant qu'il y avait le Covid, que le manque de rythme, ils avaient été pas mal dérangés par tout ça. Et finalement, TJ Parker, il est en train de faire fermer des bouches, en fait. Exactement. Ouais. Je rajouterais juste que passage intéressant de Paul Lacombe. J'aime beaucoup ce qu'il apporte. J'aimerais juste plus le voir. Voilà. Mais sinon, t'as tout dit. Il y avait également, on l'a dit, l'Étoile Rouge qui s'est imposé au buzzer contre le Zénith. Alors, non, le Zénith qui s'est imposé. Le Zénith, pardon, qui s'est imposé Attention, au buzzer. Tu vas froisser les sympathisants de Kevin Pangos. Ouais, c'est vrai, qui a fait un super beau match. Il finit avec 25 pions, 5 sur 6 à 3 points et 25 dévals. Voilà. Lui aussi, je pense qu'il est un peu sous-coté. Il ferme un peu des bouches cette année, ça fait du bien. Voilà. Cette équipe du Zénith. Oui, il revit, ouais. Et ça fait du bien. Pareil, j'aurais dans mon top 3 des joueurs du Zénith.
Le Zénith qui sortait de 3 défaites d'affilée et qui là est sur 2 victoires de suite. Oui, parce que à l'heure où on enregistre, le Zénith vient de battre Milan de 9 points. Voilà. Euh, je pense qu'on est bon. Est-ce que tu veux qu'on passe à la semaine prochaine, à la preview de la semaine prochaine? Oui, enfin, juste avant de conclure sur la journée, pareil, le match entre Barcelone et Zalgiris, au-delà du côté un peu sympa, storytelling de Jasikevičius contre son ancien club, il y avait un duel dans cette rencontre, un duel qu'on va peut-être revoir. Sauf si la NBA vient nous les piquer, mais un duel qui va peut-être durer pendant un petit moment en Europe, en Euroleague, entre Bolmaro et Djokovic, qui donc se sont retrouvés au moment des rotations, sont retrouvés l'un contre l'autre. Ça pue le basket, hein. Ça pue le basket des deux côtés. Il y a la grinta de l'Argentin, et puis il y a le génie, le talent des Lituaniens. Et bon, c'est un petit peu passé à la trappe parce que du coup, il y a Monsieur Corey Higgins qui a décidé d'être ultra fort en ce moment. Il est énervé, lui. Oui. Ah, il est très très bon et du coup, il finit MVP du match et Pierre Oriola en profite aussi. Mais voilà, je tenais à souligner ce petit duel entre Bolmaro qui en 20 minutes termine avec 17 d'évaluation. Bon, Djokovic finit à 5, mais le Zalgiris est passé un petit peu au travers du match. Pour vous rendre compte, le Zalgiris termine à 62 d'éval collective et il n'y a pas un seul joueur qui dépasse les 10 points. Voilà, donc ils sont un petit peu passés à côté parce que bon, Barcelone très très fort. Mais voilà, le petit duel Djokovic-Bolmaro, gardez-le en tête, ça peut peut-être durer un petit moment. Il y a une réelle armada du côté du Barça. Va falloir qu'on en parle, hein. On n'en parle pas assez de cette équipe. Il faut savoir dire quand c'est bien aussi. Voilà, du coup, je vais vous présenter la journée qui arrive. Tout simplement, il y aura des matchs en retard, notamment un match en retard de la journée 24. Kaunas recevra l'Étoile Rouge de Belgrade. Ça peut être vraiment sympa à regarder. À noter qu'également, il y avait un match ce soir où le Zénith s'est imposé 9 points contre Milan. On en parlera la semaine prochaine. Le Zénith qui jouera également contre Valence. Ils recevront les Espagnols dans un match super intéressant en termes de collectif. Alors celui-là, c'est mon match de la journée. Je vais pas le rater. Il y aura l'Olympiakos qui sera défié sur son propre terrain par le CSKA Moscou. Le Bayern sera défié par le Maccabi Tel Aviv. Le Khimki Moscou essaiera de se relancer à Milan. Le Real Madrid, lui, recevra le Žalgiris Kaunas. Et puis, il y aura également le derby stambouliote entre le Fenerbahçe Istanbul et l'Anadolu Efes. Match à ne manquer sous aucun prétexte également. Baskonia qui, elle, recevra ensuite l'Étoile Rouge de Belgrade. L'Alba Berlin qui rencontrera le Panathinaikos si les cas de Covid sont finis dans l'équipe athénienne. Et enfin, le Barça recevra l'Asvel. On se rappelle que l'Asvel à domicile avait battu l'équipe espagnole. Ça va être intéressant de voir si Corey Higgins l'a encore en tête, vu comme on l'a souligné, qu'il est super énervé et concentré à la fois en ce moment. Je crois qu'on a fait un peu le tour. Est-ce qu'il y a un match qui te hype plus que les autres? Alors, je te rejoins sur le Zénith Valence, qui va me faire extrêmement plaisir. D'autant que je vais pouvoir un petit peu placer mon joueur chouchou depuis 2 ans, mais Vanja Marinkovic a été énorme contre le Real. Oui. En 15 minutes, il a placé 14 points à quasiment 100%. Donc voilà, c'était juste l'instant pas du tout objectif de ma part, parce que ce gamin, je le kiffe. Ouais, donc voilà, on est deux. Donc je te pardonne. C'est clairement une très belle affiche. Et forcément, le Barça contre Villeurbanne, le premier contre une équipe qui est en forme, qui a besoin de prouver des choses. Quoi de mieux pour TJ Parker que de confirmer cette série victoire qu'en retapant un monstre. Ça peut être super pour lui, ça peut être super pour la dynamique de l'Asvel, qui finalement en vient nous faire penser que le spot pour la 8e place est peut-être pas si loin que ça, même si ça va être très compliqué. Il reste quand même des journées, ils sont qu'à 2 victoires je crois, 3 victoires de la 8e place. Donc si on doit rêver, rêvons en grand comme dirait un certain club de foot, et du coup faut taper les plus gros, donc allez, on se met à rêver. Ouais,
On croise les doigts. On croise les doigts parce que ce classement a beaucoup bougé. Il risque de bouger. Rappelons-le, hein, le top 3, c'est Barcelone, CSKA Moscou, Milan. Et le quatrième, c'est le Zénith Saint-Pétersbourg. Si on prend un peu du recul, ce classement-là, ça faisait un bail qu'on l'avait pas vu. Il est même totalement inédit puisque Barça et Milan dans le top 3, ça fait un moment qu'on les avait pas vus. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Du coup, on va passer à notre simili-débat de la semaine parce qu'on avait besoin de se faire du bien en cette période compliquée. Parler de nos découvertes, top 3 de joueurs découvertes qui nous font particulièrement kiffer. Et tout simplement, je vais demander à Romain s'il a des mentions honorables. Ouais, alors j'en ai une qui va peut-être te parler. C'est un joueur du Bayern qui est arrivé en cours de saison. C'est Denis Sillet. Que je découvre avec grand plaisir. Donc c'est un poste 2 d'1m93. Ça fait plusieurs années qu'il est en Europe. Voilà, il a fait le championnat espagnol, notamment en passant par Gran Canaria. Et du coup, il a commencé la saison à Saragosse. Voilà, il a fait 11 petits matchs et puis du coup, il est arrivé au Bayern. Et depuis qu'il est au Bayern, déjà, il s'acclimate très très bien et puis il fait du bien à cette équipe aussi. Alors les stats, c'est du 9,7 points, 3 passes, 1,2 rebonds, 9,7 déval, donc c'est somme toute correct, avec des bons pourcentages au shoot, 43% à 2 points, 46% à 3 points, ce qui est pas négligeable. Et voilà, il se mue parfaitement dans son rôle de soldat, on va dire, de soldat capable d'amener au scoring, parce que du coup, le monsieur a l'air de beaucoup se plaire en attaque. Ouais. Il joue juste. Ouais, c'est ça. Il prend ce qu'il a à prendre dans le jeu. En plus, Trinkieri lui fait confiance parce que sur les 13 matchs qu'il a disputés, il y en a 8 comme starter. Donc voilà, c'est une belle découverte. C'est une mention honorable. C'est pas dans mon top 3, mais c'est une très belle découverte. Ok, c'est ta seule mention honorable du coup ? Non, j'en ai un autre, mais du coup c'est pour l'introduire dans notre compétition, pour lui souhaiter la bienvenue. On a le même. Pour lui dire, fais-nous kiffer comme tu nous as fait kiffer ailleurs. Je te propose de faire un décompte, 3, 2, 1, 0, et puis ensemble de dire son nom. T'es prêt ? Vas-y. 3, 2, 1, Lundberg, voilà, très bien. Allez, voilà, bienvenue, monsieur le Danois, bienvenue. Mets des cartons comme tu les mets avec ta sélection et puis avec le Zielona Gora, et fais-nous kiffer. T'arrives dans une équipe monstrueuse qui a besoin de bons joueurs, tu en es un. Alors, fais-toi plaisir. On attend que cette semaine. Moi, j'attendais le match de la semaine dernière et puis il avait été annulé. Il se déplace en Grèce. Écoute, il va aller en bord de mer, tranquille. Et puis, il va montrer aux Grecs qui c'est le papa, parce que du coup, il me fait bien plaisir, ce petit joueur. Ah ouais, et on s'est même pas concerté, c'est fou. Ouais, pareil, j'ai vraiment hâte de le voir. Je vais pas en dire plus parce que juste aller chercher son nom. Alors je vais vous épargner l'orthographe, mais allez chercher ses cartons. La FIBA a fait pas mal de vidéos sur lui, joueur très intéressant. Et les matchs de qualification de l'Eurobasket sont disponibles sur la chaîne de la FIBA. Ouais, en entier, et je crois que les matchs de la dernière fenêtre, alors pas celle qui se déroule en ce moment, mais celle d'avant, ils sont tous disponibles. Donc allez voir les matchs du Danemark où il a été exceptionnel, extraordinaire. Ah, il a régalé, ouais, clairement. Moi, c'était ma deuxième mention honorable. Du coup, je vais aller sur la première. C'était le petit Alexander Komenko du CSK. Donc, ils vont jouer dans la même équipe, ces deux garçons. Komenko, c'est un gamin qui a jamais commencé un match. Il joue à peu près 5 minutes 30 de temps de jeu par match. C'est pas le gamin qui va, je trouve révolutionner un match, mais il me fait penser à Strazel quand il a commencé en Euroleague. Beaucoup d'intensité, dur en défense. Il prend les minutes qu'il a, il a pas froid aux yeux et ça fait énormément de bien. Il a beaucoup de belles initiatives, il fait bien bouger le jeu. Voilà, je me régale. C'est la fougue de la jeunesse dans toute sa splendeur. Je suis d'accord. Et puis, ce qui fait plaisir, c'est qu'on est toujours en train de dire que les clubs russes font de moins en moins confiance aux gamins du pays. Il est la preuve qu'il y a une jeunesse qui
peut émerger du côté de ce pays-là. Et ça fait plaisir. Vraiment, je l'ai vu jouer à de nombreuses reprises. Et il y a un truc. S'il passe un palier, et à mon avis, avec Itoudi, s'il va le passer, ça peut devenir un bon joueur. Je dirais pas qu'il va être extraordinaire et que ça va devenir Nando De Colo dans 10 ans. Mais il y a un truc. Il y a de quoi faire un bon joueur. Ouais, en tout cas, on te le souhaite, Alexander. Exactement. You are a great player. You're a great player. Como está tu familia? On dérape. Donc du coup, pardon, c'est qui ta troisième découverte de l'année? Ensuite, on va monter à la deuxième et on se terminera par première. Alors, je l'ai mis en troisième parce qu'on en a parlé à pas mal de reprises. J'en ai encore parlé tout à l'heure pendant des briefs de match. Mais du coup, vu que c'est un rookie dans la compétition, c'est quand même quelqu'un qui m'impressionne. Et du coup, j'ai mis Dyshawn Pierre du Fenerbahçe. Voilà, le Canadien. Impressionnant. Une acclimatation au niveau de l'Euroleague incroyable. Il arrive de 3 ans à Sassari, où il a gagné, je crois, la FIBA Europe Cup d'ailleurs. Ouais, je crois bien. Il a gagné avec Polo Nara d'ailleurs. Ils étaient dans la même équipe quand ils ont gagné. Et du coup, il arrive dans un projet de reconstruction avec le Fener, où il y a quand même pas mal d'attentes, où il y a des gros coéquipiers à côté. Et monsieur n'a pas froid aux yeux. Il n'a pas froid aux yeux. Et puis, important en attaque, important en défense, surtout en défense d'ailleurs, où il met des espèces de coups de pression physique à son adversaire. Voilà, impressionné par ce joueur, par son volume. Il a des bras pareil voilà, il peut couper les lignes de passe à 3 mètres de lui alors qu'il est de l'autre côté. Enfin, je sais pas, il est impressionnant. Il a de plus en plus confiance en lui en attaque. Il a fait 4 matchs sur les 5 derniers matchs, il a 4 matchs à plus de 10 points. Je crois qu'il l'avait jamais fait avant. Voilà, il profite de la bonne dynamique en plus du Fener pour se montrer. Il a un gros volume de jeu, donc vraiment je kiffe ce joueur. Belle découverte et je pense que peut-être qu'Olive l'aurait eu aussi, je pense, parce qu'il c'est sûr. Il aime beaucoup aussi. Est-ce que ce serait pas le Jair Reynolds avec un shoot du Fener? En moins costaud quand même. Mais tu vois, dans le profil, beaucoup de volume de jeu. J'aime beaucoup en fait. Il est présent partout et quelque part, même s'il il fait pas toujours de gros chiffres, je trouve qu'il a une grosse intensité. Oui, ça c'est clair. Il a un shoot à améliorer. C'est pas la gestuelle est pas hyper académique, ce qui peut peut-être expliquer aussi que pour l'instant il tourne pas à 12-13 points de moyenne. Donc il a un axe de progression, mais c'est vrai qu'en termes de volume, d'intensité, etc., c'est un vrai guerrier. C'est un mec que tu peux mettre aux Zalgiris avec un Jolo Vergne. Autant te dire que tu t'en ressors pas indemne d'un match comme ça. Mais non, vraiment un bon joueur et qui peut, il est né en 93, donc il est encore jeune. Il peut faire une belle carrière à ce niveau-là. Et on souhaite de le voir au Final Four avec le Fenerbahçe d'ailleurs. Ouais. Tu connais tu connais mon affection pour cette équipe, donc ça fait partie des équipes que je porte dans mon cœur. Mais c'est vrai que lui, je le vois bien dans les gros moments sortir de beaux matchs. En tout cas, j'aimerais le voir dans ces moments-là. Tu sais, je te coupe 2 secondes, mais tu sais, un joueur un peu dans l'ombre, mais qui est ultra fort, qui est là quand tu as besoin de gagner, tu sais, ça s'appelle un Corey Higgins. Donc finalement, est-ce que c'est pas le nouveau Corey Higgins? Je veux pas m'avancer parce que Corey Higgins a d'autres qualités, mais dans ce profil-là de joueur capable de t'amener ce qu'il te faut quand il faut, de te faire gagner, c'est clair. J'ai un copain qui me l'avait comparé à Will Clyburn. Je me suis dit, voilà, tu t'es un peu emballé, gros, on va se calmer. Mais à voir, ouais. Ouais, clairement, il y a de ça en lui. Et pareil, je trouve qu'il parle pas trop, il pourrait plus parler, comme Corey Gint, des assassins silencieux. Ça, on aime ça. Du coup, je vais passer à mon troisième également. Alors, on va encore me disputer pour la prononciation. C'est Paul Zipsa. C'est comme ça qu'on dit en allemand. Je sais pas si tu as fait allemand le V2. Non, j'ai fait espagnol. Ah, est vrai, on reconnaît les vraies valeurs. Paul Zipser du Bayern Munich.
Voilà, un joueur que j'apprécie beaucoup. Je trouve qu'il joue très juste. Qu'on n'en parle pas assez. L'impression visuelle est folle parce que je trouve que quelque part, il pèse dans un match sans avoir vraiment souvent la balle. Et quand il l'a, il fait toujours quelque chose d'intéressant. Quand il l'a pas, il va se placer ou au moins il ne gêne pas le jeu. Et puis voilà. Cette équipe du Bayern ne peut lui dire merci parce que je trouve que il apporte énormément de choses. C'est 10 dévals de moyenne. À 3 points, c'est 44%. Alors qu'il est quand même grand, le monsieur. C'est 22 minutes de temps de jeu qui sont assez bien rentabilisés. Presque 10 points de moyenne. Non, mais, Monsieur Polo, j'aime beaucoup ce qu'il propose. Et j'ai hâte de voir si en playoff, lorsqu'on va avoir des grosses équipes en face, il va savoir, on va dire, capitaliser sur ses qualités et sur l'expérience de cette saison pour pouvoir permettre au Bayern de taper des grosses équipes en playoff parce que c'est ce qu'on veut voir, des gros matchs et des petits taper des gros. Voilà. C'est qui ton top 2 du coup? Alors, mon top 2, on est parti, non, on reste en Allemagne. Et pour moi, ça va être Simone Fontecchio. Voilà, Ah, j'en ai parlé tout à l'heure. je suis curieux Euh, d'entendre pourquoi. J'avoue que j'ai un aveu de faiblesse. Je ne connaissais pas vraiment ce joueur, même quasiment pas du tout. Bon, T'as faut dû le dire dire que parce que Adrien va te. ah, je Enfin, suis désolé, je m'en excuse grandement. Bon, faut dire que déjà, je suis pas forcément le championnat italien et qu'en Euroleague, sur les 3 premières expériences qu'il avait eues avec Milan, il jouait pas beaucoup. Voilà. exact. Donc, je m'excuse de ne pas l'avoir suivi si tôt. Mais finalement, on a un joueur donc de 2,03 m, un ailier, qui va avoir 25 ou 26 ans, peut-être. Je crois un peu Je vais aller de voir. mémoire, c'est quelque chose comme ça. Mais du coup, on a un super ailier longiligne et qui a tout plein de qualités, capable de shooter, capable de driver, de faire plein de choses en attaque notamment, qui le rend très élégant, je trouve. Oh oui. Euh, Notamment le match contre le Fener, on en parlait tout à l'heure. J'ai pris beaucoup de plaisir parce que ce mec est très intelligent. Je trouve qu'il lit bien le jeu et puis le jeu de Berlin veut que ce soit intelligent et où les mecs se déplacent là où il y a besoin. Et lui le fait très bien. Il prend ce qu'il y a à prendre. Il est capable de mettre des gros shoots. Et j'ai flashé sur ce joueur définitivement. C'est venu petit à petit. Au début, je le regardais, je fais ah, d'accord, ok, petit Italien qui a signé à Berlin, on va voir ce que ça donne et tout. Et puis finalement, il a des responsabilités. Son temps de jeu commence à grandir. Il est pas loin des 24 minutes de temps de jeu. Et du coup, voilà, c'est vraiment un garçon qui m'impressionne plus la saison avance. Donc, si vous le connaissez pas, allez le découvrir, regardez quelques matchs. Il y a un beau joueur. Je trouve que c'est un beau joueur. Après, faut aimer, mais offensivement, je trouve qu'il a une vraie palette et c'est très intéressant. J'adore aussi. Il est de décembre 95. Donc il a 25 printemps. Quart de siècle pour le petit Simonet. Alors moi je le connaissais des championnats italiens. Je vous avoue que j'ai pas trop regardé l'Alba. J'ai vu 2-3 matchs et malheureusement il n'avait pas énormément joué sur ces matchs-là. Donc j'aimerais beaucoup voir ce qu'il donne, notamment en défense. Sur en attaque, je sais qu'il peut apporter. Surtout que on connaît le jeu collectif prôné par Renenses, donc je l'ai vu 2-3 fois vraiment bien s'illustrer. C'est un joueur vraiment séduisant, ouais. Oh, ouais. Et il fait partie de ce type de joueurs qui me font fondre. J'aurais pu le mettre dans mon top, mais voilà, ça restera une mention honorable. Dans ce genre-là, mais un peu différent quand même, hein, par rapport notamment au temps de jeu et à la grinta, à l'énergie qu'il donne. J'ai en deuxième le Polonais Mateusz Proponitka. Et je croyais jusqu'à il y a très peu qu'il était tchèque. Voilà, j'adore ce joueur. Il apporte une intensité folle. Il joue 25 minutes par match et pourtant il va chercher des points difficiles. Je trouve qu'il se met des pelées défensives alors que comme ça, il a pas l'air d'être un gros défenseur. C'est intéressant. Il apporte toujours quelque chose. Il est bien dans cette équipe du Zénith où il n'y a pas vraiment de tête de série peut-être à part Kevin Pangos ou
les rôles sont bien systématisés. Je veux dire, les joueurs savent ce qu'ils doivent faire et ils le font très bien. Non, c'est un joueur qui me plaît beaucoup et je me retrouve un peu en lui, quoi. Moi, j'ai ce profil-là sur le terrain et même si je suis plus petit, j'ai l'impression visuelle correspond à ce que j'aime voir. Un joueur super intéressant. Je sais pas si toi, t'as flashé sur lui, mais je kiffe. Alors moi je l'ai pas mis en découverte parce que du coup je le suis déjà depuis un moment. Alors Ouais. je me répète dans des podcasts qu'on avait fait il y a quasiment un an, mais du Mhm. fait qu'il soit polonais et que j'ai des racines polonaises, forcément je suis un petit peu ces joueurs-là. Mais du coup je valide ton choix parce que moi je l'appelle le couteau suisse. Ouais. Tu regardes ses lignes de stats, le tableau, il y a très peu de cases vides en fait. Mhm. Bon, les interceptions, t'en fais pas tout le temps, donc forcément, ça manque un peu. C'est pas un joueur qui va contrer, mais tout le reste, c'est noir. Enfin, il y a des chiffres partout. C'est sa ligne statistique pour un joueur, voilà, somme toute correcte. Il dépasse pas les 8 points marqués de moyenne. Son évaluation est à 13. Mhm. Il est ultra complet et ouais, tu as une matrice en face de toi quand tu regardes son tableau statistique. C'est impressionnant. Un vrai couteau suisse qui fait du bien au Zénith parce que du coup, le Zénith avec Mateusz Ponitka, dirigé par Kevin Pangos et avec tous les bons joueurs qu'il y a autour, ça fait un super collectif et Ponitka est absolument ce genre de profil, de joueur de collectif, un vrai guerrier, un peu à la Deschamps Pierre, hein, mais Ouais. lui, c'est encore plus poussé parce que il a l'expérience de ce niveau-là et qui se révèle avec Xavi Pascual. Non, vraiment, je valide ton choix parce que je kiffe ce joueur. Et à chaque fois que je regarde le Zénith, je prends un malin plaisir à le suivre sur les actions parce qu'il fait tout. Il fait tout, il est partout, défensivement, offensivement, au rebond. Il est capable d'aller mettre la tête où tu mettrais pas le petit doigt. Et non, je kiffe ce joueur. Ah ouais, c'est cool. C'est cool de faire valider par les copains. Eh bah, du coup, on arrive à un moment important. C'est quoi ton top 1? Alors, mon top 1, ça va peut-être en surprendre quelques-uns, mais c'est une vraie révélation pour moi. C'est encore un rookie et et on reste à Berlin. C'est Ben Lammers de Oh, l'Alba Berlin, ok. l'intérieur américain. Euh, je le connaissais pas du tout, mais alors pour le coup, pas du tout, du tout. Et plus les matchs avancent et plus il est important dans le collectif aussi. Et je sais pas, ce profil m'intéresse beaucoup, il m'intrigue. C'est un garçon de 2,08 m, capable de prendre des shoots au niveau de la ligne des lancers francs, voire un petit peu plus loin. Euh, et il se régale en fait, il se régale, il nous régale. Il profite de sa relation avec Sigma, il profite du jeu proposé par Garcia Reneses. Et voilà, c'est un joueur qui est ultra intéressant. C'est un Texan, il vient de Houston, il est passé par Georgia Tech, il n'a pas été drafté, il a juste été invité par Charlotte à faire la Summer League. Et puis finalement, il y a 2 ans, 3 ans quasiment, 2018, il était à Bilbao, il a passé 2 saisons là-bas. Et là, cette saison, il débarque à Berlin. Et après des débuts plus ou moins timides où il avait fait un premier match à 14 déval contre le Maccabi, il était en dessous jusqu'à la 6e journée. Et puis petit à petit, il s'est adapté lui aussi. Et du coup, depuis la 10e journée, alors il les a pas toutes faites parce qu'il a raté quelques matchs, mais sur les 15-16 derniers matchs qu'il a fait, il n'est pas descendu sous la barre des 10 d'évaluation. Et pareil, il marque quasiment 10 points à chaque fois depuis ce moment-là. Donc Ben Lammers, c'est une très belle découverte. Voilà, un intérieur qui est capable de bien s'ouvrir après un écran. J'ai en mémoire là, cette semaine contre le Fener où il fait un écran pour laisser ressortir le shooter. Le shooter est plus ou moins défendu parce qu'il y a quand même 2-3 gâchettes dans l'équipe. Et lui, la défense n'est plus en grosse pression sur lui et sur l'ouverture, il a juste un flash à faire, il le lit très bien, on le trouve, il est capable de faire des short rolls au niveau de la ligne des lancers, prendre ses shoots sans douter et enfin voilà, il a pris 139 shoots à 2 points, il tourne à 61%, il en a mis 86 donc il Wesh. est enfin voilà, c'est quelqu'un de très efficace parce qu'il est pas
On va dire que c'est pas comme un Vezeli. Vezeli, il fait un petit peu shooter à 2-3 mètres, mais c'est pas ses spots. Vezeli est plus dans aller chercher le panier près du cercle. Bah, lui, il est capable de s'écarter et il le fait bien. Donc, il est même capable de rentrer quelques 3 points. Il est quand même à 3 sur 10. Bon, c'est un petit volume, hein, mais il est à 3 sur 10 cette saison. Donc, il a des bonnes mains. Il a des très bonnes mains. Il doit peut-être progresser un peu sur le rebond parce que pour un intérieur, il prend que 4 rebonds. Voilà. Mais j'ai flashé sur ce joueur. C'est un choix perso. Hein. Enfin voilà, on n'était pas là pour non plus essayer de convaincre tout le monde. C'est un choix perso. Mais voilà, j'ai flashé sur Ben Lammer cette saison et j'espère que d'ici la fin de saison, il va continuer parce que je kiffe beaucoup ce joueur. Ok, bah écoute, ça fait plaisir parce que moi je ne le connaissais pas du tout. Donc je vais m'empresser d'aller voir les matchs de l'Alba pour lui, pour Fontecchio et pour l'ensemble de l'œuvre de Renenses. Écoute, pour le top 1, c'était dur. C'était dur, moi j'ai voulu faire un petit hommage à Adrien. J'ai voulu prendre un gros costaud. À un moment je pensais à Djokou Baitis, on en a beaucoup parlé, mais bon, lui il fait partie des jeunes, donc on peut pas le mettre dans toutes les catégories. J'ai hésité entre deux gros costauds, gros popotins, Jalen Reynolds et notre compatriote Gershon Yabusele. Et j'ai décidé d'être un bon patriote en prenant Gershon, tout simplement pour toutes les raisons que j'ai citées. Je le trouvais gourmand à 3 points. Et là, je trouve qu'il joue très juste. Il provoque des bonnes fautes, il fait des fautes intelligentes également, il donne pas de panier facile, il s'est bien amélioré en défense et je trouve que voilà, ils se font bien dans ce collectif et il est un peu l'identité de cette équipe de l'Asvel, davantage vocal pardon qu'un Fall par exemple et puis voilà, il rechigne pas à prendre les tirs, il est je trouve qu'il joue beaucoup plus juste qu'avant et c'est un plaisir de le voir évoluer. Ça fait du bien. Je trouve qu'il a beaucoup plus un profil Euroleague que NBA et je lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière sur le vieux continent. Voilà. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Et ça fait plaisir déjà de le voir évoluer chez nous. Parce que, alors, on va calmer encore la team premier degré, mais c'est chiant, c'est chiant de voir un Français ou même un Européen, etc., qui a beaucoup de talent et qui finalement cire les bancs de NBA. Bien sûr, c'est un rêve, hein, mais moi je signe tous les jours. Hein, si c'est pour vivre une aventure NBA, je le dis pas. Mais c'est tellement plaisant de les voir, de les voir nous montrer leur talent chez nous, en fait. Qu'ils puissent s'exprimer avec du vrai temps de jeu, avec des responsabilités. Ça fait toujours plus plaisir que de les voir tourner les serviettes sur des bancs. Voilà, je dis pas, et je pense, voilà, pour aussi faire plaisir aux plus fans de NBA d'entre nous, mais je pense que son passage en NBA, de G-League, voire même on peut parler de la Chine, lui a fait beaucoup de bien. Et ça, il y a aucun doute là-dessus. Individuellement, il a dû certainement progresser, et je pense même que maintenant, il a une espèce de mentalité un peu ricaine en mode, bah, si j'ai un shoot à prendre, même s'il y a un mec en face de moi, si je suis sûr de le mettre, je vais le prendre, tu vois. Et je pense qu'il a développé cette mentalité en plus de ses skills partout, que ce soit en attaque, en défense, etc. Et ça lui a fait le plus grand bien. Mais c'est tellement kiffant de le voir jouer en France. Et comme tu le dis, il a progressé, il prend des responsabilités, etc., etc. Ben, je valide aussi ton choix. Comme on l'a dit pour Lammer, c'est des choix personnels. Toi, t'as pris Gershon Yabusele, mais je valide parce que c'est des gars qu'il faut qu'on suive. Et en plus, il est français dans dans la seule équipe française qui est en Euroleague, qui commence à avoir des résultats et il fait partie des joueurs qui comptent dans cette équipe pendant la bonne période de l'Asvel. Donc franchement, c'est top pour lui. Petite invitation s'il a envie de venir discuter avec nous. D'autant que lui, avec son expérience à 25 ans, il a quand même vu pas mal de trucs. Donc ça peut être hyper intéressant de l'avoir. Donc le message est passé, mais en tout cas, c'est un très bon choix. Et je pense que tu as fait le bon choix entre lui et Reynolds, parce que Reynolds, on en parlera dans d'autres catégories. Clairement. Mais voilà, on sait que tu n'avais pas de chronique cette semaine parce que, bah oui, on n'est pas des professionnels, la vie nous rattrape. Mais par contre, tu viens de dire quelque chose qui me foudroie. Du coup, si on te donnait un ticket pour tourner les serviettes en NBA, tu le prendrais plus qu'une place sur le banc du Partizan de Belgrade, par exemple? Alors,
Je t'explique pourquoi j'ai dit ça. On en revient à des justifications, c'est ça? Non, même pas. C'est pas histoire de se justifier. C'est juste que on va pas se mentir, la NBA reste la plus grande ligue du monde pour plein de choses, pour plein de raisons. On parle pas des nightclubs, hein. Oui, non, de toute façon, je suis pas nightclub, donc de toute façon. Mais c'est la plus grande ligue du monde, ça, il n'y a aucun doute. Et c'est la plus médiatique, il y a les meilleurs joueurs. Enfin voilà, il y a tout plein de choses, il y a tout plein de qualités qu'a cette ligue. Et du coup, si moi, demain, San Antonio m'appelle, oui, parce que du coup, pour moi, dans la sphère NBA, il y a beaucoup de San Antonio et plus beaucoup de place pour les autres. Oui, mais t'es dit à San Antonio aussi. Ça. Mais du coup, si San Antonio m'appelle pour aller tourner les serviettes et pour regarder Dejounte Murray coller des trempes à tout le monde et après faire un passage en G-League, oui, j'y vais. Parce que ça implique plein de choses. Ça implique une logistique, ça implique des organisations, des infrastructures qui sont à 1000 lieues de ce qu'on a en Europe. Tu voyageras pas en autocar Schindler pour les Lorrains qui connaissent. Voilà, déjà, rien que pour ça, mais parce que c'est un autre monde et que cet autre monde, qu'on le veuille ou non, nous fascine. Enfin, moi, depuis petit, il me fascine parce que, voilà, c'est... Alors, certains diront, oui, c'est le côté thune. Moi, c'est pas le côté thune qui m'importe, c'est le côté... T'es un sportif de très haut niveau, on te met dans des conditions de rêve pour faire ton métier. Pour des passionnés comme nous, qui n'a jamais rêvé être dans ces conditions-là, où un assistant coach peut se lever à 4 du mat parce que toi, tu as une insomnie et que tu as envie de shooter. Où tu arrives et que tu as des chefs cuistots partout pour te faire ton petit-déj, ton repas, que tu t'es soigné comme une moto qui coûte je sais pas combien parce que t'es quelqu'un qui est important pour ce sport. Et l'expérience en elle-même, elle est folle. Je pense que rien que pour ça, je le dis, hein, je veux bien aller tourner mes serviettes à San Antonio pendant 6 mois. Ça, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, quand il y a des joueurs comme ça qui sont d'un niveau, on va dire, entre deux, c'est-à-dire assez fort en Europe pour se permettre de s'ouvrir une porte NBA, mais pas assez fort pour s'imposer en NBA, bah des fois, c'est frustrant. On en a parlé pour Gershon à l'instant, on en a parlé pour Vincent Poirier. Oui. On en parle pour plein de mecs, hein, mais même des ricains. La fois où on avait Alex Biggerstaff, on disait Frank Kaminsky, mais viens en Europe, quoi. Ouais, j'ai le même exemple. Et voilà, non, mais c'est des exemples qu'on a. C'est que ces mecs, ils sont entre deux, ils ont de temps en temps quelques minutes en NBA quand il y a déjà 40 points d'écart ou quand il y a un blessé. Et voilà, en plus, bon, en ce moment avec le Covid, ça permet à plein de monde de jouer parce que du coup, il y a des effectifs qui sont un peu courts avec la contamination. Mais voilà, ces joueurs-là, je suis désolé, oui, l'expérience en NBA, on va tous la faire. Mais après, c'est vrai que pour nous, si on a envie d'être des bons patriotes, comme tu dis si bien, clairement, on kiffe voir ces mecs-là avec beaucoup de talent revenir en Europe et coller des cartons. Enfin, l'exemple qui va mettre plus ou moins tout le monde d'accord, qui n'est pas content d'avoir Nando De Colo en Europe en ce moment. Moi, je crois que tu avais parlé de Bellinelli, mais bon. On n'a pas tous les mêmes valeurs. Non, mais Bellinelli ou plein de monde. On a vu combien de joueurs européens allaient tenter leur chance en NBA et puis finalement, parce qu'on a moins de crédit ou parce que, comme je le dis, c'est des joueurs qui sont entre deux, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de talent mais peut-être pas assez pour s'imposer en NBA. Enfin, tu vois, je vais reprendre un exemple, hein, mais en ce moment, qui n'a pas envie de voir Franck Ntilikina revenir en Europe ? Oh oui, on sait qu'il a beaucoup trop de talent, on sait qu'il est doué ce gamin, on sait qu'il a du basket, etc. Et que oui, il a clairement sa place en NBA. Mais aujourd'hui, il n'a pas sa chance. Il n'est pas dans le bon club. Il est arrivé, le mec qui le sélectionne se fait têche directement. Il change je sais pas combien de fois de coach. Et malheureusement pour lui, maintenant que les Knicks gagnent, c'est un coach qui compte pas sur lui parce qu'il a sa team, tu vois. Exactement. Et du coup, c'est frustrant. Alors oui, j'ai envie de voir Franck ailleurs et se dire, putain, oui, il peut réussir en NBA. Mais tu le mets, je sais pas, moi, par exemple, on dit qu'à Vitoria, il manque de meneur, tu le mets à Vitoria.
Et voilà, ou même, tu vois, quand l'année prochaine, l'Asvel va entamer sa 3e année en Euroleague, si Mathieu Strazel s'en va, ou je sais pas moi, s'ils ont besoin d'une rotation à la main, tu le mets dans le projet français de l'Asvel. On serait pas tous en train de kiffer. Tu vois, c'est ça, ces mecs, ils ont tenté leur chance et j'aurais fait comme eux. Tu vois, je pense, si on demande honnêtement à tous les gens, on l'attend l'expérience NBA parce que c'est un autre monde et que aller taper la discu avec LeBron James etc. C'est un moment cool. Tu vois, tu peux pas le nier. Mais clairement, c'est super bien de les avoir. Et Gershon en est l'exemple, tu vois. Il a pris son expérience ailleurs, il a gagné de l'argent et je pense que il peut survivre, enfin, subvenir aux besoins de sa famille, etc. Et ça, on lui reprochera jamais. On lui reprochera jamais. Et maintenant, du coup, il va mettre à profit ce qu'il a appris là-bas pour mettre des cartons en Europe et pour servir le projet de l'Asvel. Et peut-être que à un moment, quand il aura, parce il est pareil, il a que 25 ans, hein, et peut-être que quand il aura encore prouvé 2-3 ans, qu'il aura peut-être gagné 1 ou 2 titres de champion de France, qui vont approcher les places en playoff en Euroleague, et peut-être que les clubs ricains ils vont se dire ah ouais, on l'avait, on n'a pas vu son talent. Et nous, on en aura profité, tu vois. Donc franchement, Yabusele, c'est un très bon exemple pour ça. Ouais, exactement. Et puis, quand on parlait de contexte de basket et d'environnement NBA, n'hésitez pas, alors ça fait un petit peu promo comme ça, mais à aller voir Fournier for Real, le reportage qui a été fait la saison dernière ou celle d'avant sur Evan Fournier et comment il vit un peu sa vie aux États-Unis. Alors ça fait rêver, ça fait kiffer, et c'est toujours intéressant de le voir pour comprendre un peu. Et sinon, si vous voulez voir ça au niveau européen, avec des très belles infrastructures aussi, il y a mon film sur le Real Madrid, enfin, avec la partie sur le Real Madrid. Ouais, petit côté auto-promo, hein, ça fait plaisir. Voilà. Alors par contre, Euh, Coco, si j'ai ouais, pas de chronique, on va, enfin, et qu'on discute un petit peu comme ça avant de finir l'émission, il y avait quand même 2-3 news à noter. ouais. Alors, je vais la faire en mode un peu chronique, mais du coup, on va noter la première information de la journée, c'est que le groupe Daft Punk prend sa retraite. Voilà, donc déjà, ça va nous Ah ouais, attrister. l'émission part en cacahuète de trip. Non, 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 mais ça c'était vraiment pour détendre l'atmosphère parce que du coup, à ce moment de l'émission, généralement, je suis en train de raconter tout un tas de conneries. Oui, mais Voilà, t'es donc souvent à Daft 4 Punk, grammes aussi, ça faut pas oublier. je ne touche plus d'alcool. J'en ai Ah, jamais touché, mais bon, juste pour faire croire que j'ai arrêté, on va dire ça. Non, non, mais au-delà de la blague de Daft Punk, il y a deux, trois trucs à noter. On enregistre le jour de l'anniversaire de Printesis. Voilà, donc pour rappeler à jamais que ce mec est une légende, qu'il faut en profiter et qu'il va vite nous manquer quand il va prendre sa retraite. Quand j'ai vu que c'était son anniversaire, l'âge qu'il a, je me dis qu'on est clairement sur la fin de la carrière. Donc voilà, petit pincement au cœur. ouais, mais je Félicitations à pense que l'équipe tu de vois, France la, aussi. la FIBA devrait monter une cagnotte litchi pour que Printezis aille dans toutes les écoles de basket européennes pour enseigner ses mouvements au poste. Je Mais pense ça, c'est que c'est incroyable, hein. C'est incroyable, hein. Des signatures move comme ça en Euroleague, il n'y en a pas beaucoup, hein. Et ouais. lui, il en a un. Et voilà, donc joyeux anniversaire à lui. Euh, voilà, et oui, là, j'étais en train de dire aussi félicitations à l'équipe de France Ouais. qui s'est qualifiée pour le prochain Euro. Euh, voilà, on peut dire ce qu'on veut des fenêtres internationales, de oui, il n'y a pas les joueurs NBA, il n'y a pas les joueurs Euroleague. On doit être quand même très fier du réservoir de talent qu'on a. Ça, on peut pas le nier. Il y en a qui ont dit qu'ils avaient envoyé l'école bleue, etc. On sait que ces joueurs-là, et on a eu l'occasion de le voir avec Nicolas Lang la semaine dernière, c'est des mecs qui vont peut-être ne faire que passer, qui vont grappiller que 1 ou 2 sélections, qui vont devoir faire le boulot pour récompenser tout un pays et ne pas participer à la grande fête. Donc merci beaucoup à tous les garçons qui participent à tout ça. Forcément beaucoup de joueurs qui ne font que de la Jeep Elite ou un peu d'Eurocup ou de la BCL. Bravo à vous, bravo à Vincent Collet qui continue de faire le taf. Je sais que pareil, Vincent Collet ne plaît pas à tout le monde, mais je crois qu'on n'a jamais eu autant de bons résultats dans toutes les compétitions internationales que sous ses ordres. Donc voilà, félicitations à l'équipe de France qui s'est qualifiée. On va probablement avoir un bel Euro si tout le monde peut être là.
Et puis ensuite, tu vois, on parlait de joueurs qui font le retour de NBA. On a appris dans la journée aussi que Mario Hezonja revenait enfin. Et oui, ouais. Et du coup, le Barça donc, a facilité la signature. Et du coup, il arrive du côté du Pana. Voilà, Ouais. qui s'est séparé en cours de route de Marcus Foster, qui aura fait un bon début de saison et qui est vite passé à la trappe. Et du coup, Mario Hezonja revient en Europe. Donc voilà, un talent qui est très vite parti aussi en NBA après son passage à Barcelone. À voir ce que ça peut faire au Pana. Il Avec aura beaucoup à Nedovic, prouver. Voilà, et je pense que on va beaucoup l'attendre parce il était parti avec un statut de pépite. En NBA, il n'a pas vraiment confirmé. Il va revenir avec l'étiquette joueur NBA et du coup, va falloir confirmer tout ça. Exactement. Ça me fait super plaisir de le revoir, le trampoline humain pour certains. Je suis super content, vraiment. Par contre, quelques petits doutes sur sa capacité à mener à nouveau, à mener le Pana vers les sommets. Mais la doublette avec Nedovic est très intéressante. Je suis déçu pour Marcus Foster parce que Dieu sait que j'aime ces artilleurs en chef. Mais malgré tout, voilà, il peut pas y en avoir 15 000 dans une équipe et puis il est un peu déçu. Donc quelque part, voilà, j'espère qu'il va rebondir et puis pourquoi pas en championnat de France. Je pense que ce serait plutôt marrant. Il n'y a pas de raison. Hein. De toute façon, ces joueurs-là, ils vont trouver des points de chute et puis alors sans faire offense à quel club que ce soit, hein, mais des fois, il faut savoir reculer pour mieux sauter. Peut-être que le niveau Euroleague était trop vite pour lui et peut-être qu'il a besoin de repasser par d'autres compétitions, etc. avant de confirmer. Voilà, c'était prometteur et finalement c'est un petit échec. On verra, mais il n'y a pas de doute, il va savoir rebondir. Clairement. C'est une petite déception, mais bon, ça va le faire, je pense. En tout cas, ça va le faire aussi pour cette émission. C'était bien sympa de parler pendant une petite heure. Il y avait des choses à dire. Euh, je suis très content qu'on puisse continuer à tenir ce rythme et je nous en félicite. Parfois c'est en duo, parfois c'est en trio, mais en tout cas la passion reste vivante. On espère également que ça vous plaît. N'hésitez pas également à partager sur les réseaux, parce qu'on se fait jamais d'autopromo, mais faut un peu en faire. Faut se faciliter les choses, en parler autour de vous. Hein. Si c'est possible, essayez de faire naître la passion du basket européen aux gens. Nous, on va essayer de faire le boulot toujours mieux, en étant toujours plus précis et en invitant des personnalités marquantes du basket européen. Et en tout cas, on vous dit prenez bien soin de vous, auditeurs, auditrices. On vous embrasse fort. Merci Romain pour cette émission et à bientôt. Ciao, ciao. Mais de rien. Merci à toi et puis à bientôt. Et comme l'a dit Corentin, continuez à partager, commentez aussi, réagissez à tous les trucs que vous avez pu entendre dans l'émission. Et puis voilà, on se démène pour vous trouver des invités. Et j'espère que vous avez trouvé celui qui arrive. Ciao, ciao tout le monde. Bye.